Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été plus de 120 000 à visionner les précédentes, je vous en remercie beaucoup. Bien sûr, aujourd'hui nous allons parler addiction. Nous allons parler d'un outil qui m'est cher, que j'utilise tous les jours, qui est l'hypnose. Nous allons voir en quoi l'hypnose est très utile en matière de lutte contre les addictions. Alors comment fonctionne l'hypnose? Est-ce que ça fonctionne d'abord sur tout le monde? Est-ce que tout le monde est réceptif? Est-ce que ça marche sur toutes les addictions? Nous ferons un petit tour d'horizon en quelques minutes. En matière d'addiction, en matière d'hypnose, certaines idées reçues ont la vie dure, alors nous allons essayer de casser un certain nombre de ces préjugés et vous allez voir qu'ils sont nombreux. Enfin, nous terminerons cette vidéo par le traditionnel conseil lecture. Pour commencer, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un phénomène naturel qui nous arrive à peu près toutes les 2 heures. Quand vous êtes physiquement quelque part avec l'esprit vagabonde, c'est déjà de l'hypnose. Souvenez-vous, en voiture, souvent vous pensez à quelque chose, parfois même vous ratez votre route, et puis au bout d'un moment, vous dites bon, il faut quand même que je regarde la route. Bah, c'est ça l'hypnose, c'est une sorte de dissociation entre le corps et l'esprit. C'est quelque chose de naturel. L'hypnose, on pourrait presque dire qu'elle est connue depuis la nuit des temps. On retrouve en 1970 des stèles égyptiennes qui retracent des séances d'hypnose, et là on parle de moins 3000 avant Jésus-Christ. Et puis toute l'histoire est faite de personnages qui vont apporter leur contribution avec des techniques différentes. On peut parler de l'abbé de Faria, qui est un Portugais au XVIIIe siècle, ou encore de Mesmer, ou bien de Jean-Martin Charcot, professeur de neurologie. Et puis il y a Milton Erickson, qui est un peu le pape de l'hypnose, en tout cas qui va la révolutionner. C'était un psychiatre américain qui, très jeune, a été cloué dans un fauteuil roulant. Il était atteint de poliomyélite et il va vite s'apercevoir que, avec l'esprit, on peut faire des améliorations physiques et il va développer tout ce processus-là. C'est un médecin aussi qui était connu pour guérir, pour soigner avec des métaphores, parce qu'il touchait comme ça l'inconscient. On est fait de 2 choses, le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est que 20% de nous. C'est toutes les choses que l'on fait de manière consciente très très bien, mais c'est aussi toutes les barrières qu'on se fixe. Je suis nul, je vais pas y arriver, j'ai besoin d'alcool pour aller mieux, j'ai besoin d'un joint pour dormir, etc. Si consciemment vous dites à vos patients, ou si moi je dis consciemment à mes patients, vous allez sortir de chez moi, vous allez arrêter de fumer votre cannabis et tout va bien se passer, ça va pas fonctionner. Quelque part, on se dit, là, ça peut pas marcher comme ça. En revanche, si vous envoyez les bons messages à l'inconscient, 80% de nous, siège de nos ressources, nos émotions, tiens, et nos potentiels, bon message, bon résultat. On opère aujourd'hui sous hypnose. L'hypnose a toujours existé en réalité dans la chirurgie. Elle a été laissée de côté au moment où les produits anesthésiques ont fait leur apparition, notamment le chloroforme. Et puis, dans les années 90, elle a été restaurée dans les blocs opératoires par une professeure de médecine belge qui est Marie-Elisabeth Fémonville. Et aujourd'hui, la plupart des centres hospitaliers disposent de leur hypnothérapeute. Il est une question que je me suis régulièrement posée dans ma pratique. Pourquoi les hypnothérapeutes, qui la plupart du temps n'avaient aucun bagage en matière d'addictologie, arrivaient malgré tout à avoir des très bons résultats avec des patients addicts? Eh bien, en fait, je pense que on peut retrouver beaucoup de similitudes entre la prise en charge et les préceptes de Milton Erickson et la prise en charge des médecins addictologues. Je m'explique. Lorsqu'on est addictologue, on parle d'entretien motivationnel, c'est-à-dire qu'on encourage les gens, parce que la démarche est jamais facile, il y a beaucoup de culpabilité, donc on encourage les gens dans leur démarche, on fait émerger certaines choses, aussi pour casser le déni, parce qu'on s'aperçoit que le déni fait souvent partie de cette pathologie et que parfois il faut mettre en évidence certains points pour que le patient avance dans sa prise en charge. Il y a une écoute tout à fait bienveillante qu'on retrouve chez les médecins addictologues, une sorte de position basse. Et c'est ça. En fait, l'hypnose ericksonienne, un des préceptes de base, c'est que le thérapeute doit avoir la position basse. C'est-à-dire que le sachant, c'est le patient, c'est lui qui connaît sa maladie. Et on retrouve un peu ça, je trouve, au niveau des médecins addictologues, avec cette façon d'être un peu en retrait et de faire émerger, d'encourager, d'être tout à fait bienveillant. Et puis, l'un des préceptes aussi de Milton Erickson, c'est que lorsque l'on a conscience du problème, eh bien, on peut le régler et on peut changer. Eh bien, c'est un peu le rôle de médecin addictologue aussi de faire émerger tout ça. C'est une des pistes, à mon avis, pourquoi l'hypnose a un très bon fonctionnement par rapport à ça. On retrouve aussi, chez les patients addicts, il y a quelque chose qui se joue au niveau des émotions. Il y a souvent une difficulté à gérer les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et avoir une addiction, consommer un produit, par exemple de l'alcool, c'est une façon de mettre le couvercle et de contourner l'obstacle, de détourner ses émotions. Et on l'a dit tout à l'heure, l'hypnose, c'est le siège des émotions, donc bon message, bon résultat. Alors, est-ce que l'hypnose est utile dans tout type d'addiction? Il y a quelques années, il y avait des tabacologues, des toxicologues, des alcoologues, il y avait plein de drogues. On s'est aperçu que ça n'avait pas vraiment de sens, parce que finalement, quel que soit le produit ou le comportement auquel on est addict, d'un point de vue neurologique, il se passe toujours la même histoire. On parle du détournement du système limbique. Le système limbique, il est à droite du cerveau. C'est le circuit de la récompense et du plaisir. Lorsque on commence à toucher, par exemple, sa première cigarette, lorsqu'on a 12-13 ans, la plupart du temps, on la trouve vraiment très mauvaise, et pourtant, on y retourne. Donc, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Il y a la nicotine qui rend dépendant, mais il n'y a pas que ça.
À chaque fois qu'on a recours à ces comportements ou ces produits, ces substances psychoactives, ça va titiller le système limbique et vous envoyer un shoot d'hormone qui est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Le cerveau, il adore ça, et ça reste pas longtemps dans le corps, donc il réclame la suite. Donc vous y retournez. Sauf qu'au bout d'un moment, le cerveau demande à augmenter les doses pour lâcher le shoot. C'est pour ça qu'on passe d'une cigarette à un paquet, d'un verre à une bouteille. Et sauf qu'au bout d'un moment, le cerveau se rend compte que vous surproduisez de la dopamine et que c'est pas naturel. Alors il coupe le circuit de la dopamine, et c'est là où le piège se referme. Et c'est propre à toute addiction, c'est qu'au début, on en prend par envie, et après on en prend par besoin. Et cette idée que le produit va vous apaiser, en fait, ça vous soulage juste entre deux prises. Le corps est bien fait, lorsque vous arrêtez toutes les addictions, le mécanisme se remet en place, les hormones se remettent en place, et naturellement vous êtes mieux, vous resécrétez de la dopamine. Alors finalement, comment sait-on qu'on est dépendant? À quel moment faut-il consulter? Addiction, ça veut dire ad dicere en latin, c'est être asservi, être esclave d'eux, c'est assez parlant. Moi j'utilise toujours la règle des 4 C, elle est très importante et très claire. Si vous avez un décès, il faut quand même se poser la question, quel que soit le produit ou le comportement. Il y a C comme contrôle, perte de contrôle. C'est si vous dites je vais boire un verre et que finalement vous enquillez la bouteille, vous avez du mal à vous arrêter. Après, il y a C comme conséquence. On sait que c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour la santé, pour le travail, pour le physique, pour plein de choses, mais ça suffit pas à arrêter, c'est pas assez fort. Ensuite, il y a C comme compulsion. On peut pas s'empêcher d'utiliser le produit. En fait, il y a une anxiété qui monte jusqu'à ce qu'on consomme, qui peut passer inaperçue parce qu'on vit avec depuis longtemps. Il y a une forme de soulagement immédiat. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la descente. Et la descente, c'est la culpabilité. Et voilà pourquoi l'entourage est parfois très contre-productif, parce que lorsqu'on culpabilise la personne, c'est encore pire, on a encore plus envie de consommer. Et puis le dernier C, c'est le craving. Le craving, c'est très important, c'est ce besoin impérieux d'avoir le produit. C'est lorsque vous êtes en capteur ouvert, j'allais dire en mode robot, que vous organisez pour pas manquer, que tous les prétextes sont un peu bons, que le produit prend encore plus de place. Voilà, tous ces indicateurs-là font que le craving est important et qu'il faut traiter. D'une manière plus simplifiée, on pourrait dire que lorsque vous passez d'une consommation besoin à une consommation envie, eh bien, il est préférable d'aller consulter. L'hypnose sera un outil totalement adapté donc pour toutes ces addictions parce que vous l'avez vu, en fait, la prise en charge est quasiment la même à chaque fois, alors avec certaines spécificités évidemment. J'allais dire que l'hypnose a surtout du sens lorsqu'elle est associée à plein de thérapeutiques différentes. Moi, je dis souvent à mes patients, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ça peut être bien sûr avec des médecins, il y a des thérapeutiques médicamenteuses qui peuvent être utiles. Ça peut être par des psychologues, ça peut être parfois par le médecin traitant, ça peut être par les associations qui font un travail absolument formidable. Et l'hypnose fait partie de tous ces outils. Le précepte de l'hypnose étant quand même surtout de jouer sur les symptômes. C'est-à-dire, l'idée, c'est que les patients puissent réduire ou arrêter leur consommation. Et après tout, le pourquoi du comment, on s'en fiche. Dans la psychothérapie, on va travailler un peu différemment. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec des psychiatres ou des psychologues. Et l'outil hypnose est très efficace, mais à lui seul est parfois évidemment insuffisant parce que imaginez qu'on va se débarrasser d'une dépendance à l'héroïne avec une séance d'hypnose, c'est quand même très utopique. Allez, on va casser quelques idées reçues, quelques préjugés. Ils peuvent être nombreux pour l'hypnose et la dictologie. Parfois, on peut même parler de fantasmes pour l'hypnose, parce qu'on a des représentations un petit peu biaisées, un peu spectaculaires. Alors, si on commence par une des premières idées reçues, l'hypnose est dangereuse. L'hypnose, il n'y a pas de contre-indication, il y en a très peu. On va simplement se méfier de deux types de patients, les patients épileptiques, on va faire attention, et puis les patients qui souffrent de maladies psychotiques, qui sont des gens généralement déjà très dissociés dans leur tête, donc il va falloir être très prudent. Personnellement, sur des patients schizophrènes, par exemple, je ne pratique pas sans l'avis du médecin psychiatre. Voilà, faut faire attention. Alors l'hypnose est dangereuse que si elle est dans les mains d'un mauvais praticien. Il faut quand même être prudent, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Il y a différents courants de l'hypnose. L'hypnose ericksonienne est celle qui est la plus pratiquée, la plus médicale entre guillemets. Vous avez des courants de l'hypnose qui sont beaucoup plus ésotériques. J'ai pas de jugement de valeur, mais en tout cas, il faudra faire attention de ne pas consulter n'importe qui. Malgré tout, je conseille toujours d'aller pratiquer l'hypnose et surtout si vous souffrez d'addiction, chez une personne qui a connaissance à la fois de la pathologie addictive et puis aussi chez des gens qui peuvent avoir un bagage médical ou paramédical. Deuxième idée reçue, vous pouvez perdre le contrôle sous hypnose. Non, c'est impossible, on ne peut pas perdre le contrôle sous hypnose, on ne rentre pas dans la tête du patient et on ne peut pas vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie, c'est impossible. Allez, une autre idée reçue, sur l'addiction cette fois, je ne consomme pas tous les jours, je ne bois pas tous les jours, donc je ne suis pas dépendant. C'est faux, on peut trouver, et de plus en plus, moi je le constate, des gens qui vont consommer à ce qu'on appelle en binge, c'est-à-dire qui vont consommer pas tous les jours, mais de manière assez costaude. Le cerveau a tendance à cloisonner aussi des situations, c'est très étonnant. Il y a des gens qui vous disent que du lundi au vendredi, tout se passe bien, il n'y a pas de craving. Arrivé le vendredi soir, eh bien les capteurs s'allument parce qu'ils ont l'habitude
de faire la fête avec les amis et qu'il y a vraiment une dépendance qui s'installe le week-end. Donc voilà, c'est une idée reçue que de ne pas consommer tous les jours, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant. Voilà, c'est pas aussi simple, malheureusement. Une autre idée reçue. Je bois de la bière, c'est moins grave que si je bois des alcools forts. Eh bien non, puisque lorsque on boit une bière, on va être sur 25 ou 33 centilitres, même si bien sûr c'est de l'alcool à 4,5% en moyenne, il y a des bières plus fortes. Et par contre, si vous buvez un alcool fort, vous allez bien sûr en boire en quantité moindre. Si on est sur des doses barres, c'est 2,5 centilitres. Donc en termes de quantité d'alcool, que vous buviez une bière ou un whisky, eh bien il se passe absolument la même chose en termes de quantité. Donc boire de la bière, c'est boire de l'alcool et il y a pas de différence. Et aussi avec le vin aussi, puisque malheureusement, on a eu parfois des hommes politiques qui disaient que le vin était pas un alcool comme les autres. Si, il y a des vraies dépendances au vin, ça c'est une certitude. Alors, une autre idée reçue, les comportements addictifs sont moins graves que les addictions à des substances. C'est faux, il se passe la même chose, hein, comme on l'a vu d'un point de vue neurologique. Vous êtes enfermé dans la même prison, hein, que vous soyez addict au jeu ou addict à l'alcool, sauf que bien sûr, les conséquences physiques sont pas les mêmes, c'est une évidence, mais lorsqu'on parle de conséquences d'une addiction, il faut prendre tous les facteurs, que ce soit physique, psychologique, social. Et d'ailleurs, le produit qui de loin finalement est le plus dangereux au monde, devant la cocaïne et l'héroïne, c'est l'alcool, parce que lorsqu'on additionne les ravages physiques, psychologiques et sociaux, l'alcool est de loin en tête des produits qui font le plus de ravages. C'est difficile pour les gens d'imaginer qu'on peut être dépendant d'un comportement plutôt qu'à un produit qu'on ingurgite, mais c'est une réelle prison, c'est la même chose, et c'est pas qu'une question de volonté. Il faut changer le regard par rapport à la société. Aujourd'hui, si vous cassez une jambe, on vous plaint. Si vous êtes addict au jeu ou à l'alcool, vous êtes quelqu'un qui n'a pas de volonté, mais en réalité, l'addiction, on ne le souhaite pas à son pire ennemi, hein, c'est une réalité. Allez, dernière idée reçue, il y a des drogues dures et des drogues douces. Ça, c'est un concept qui est la vie dure, que moi j'ai connu il y a déjà très longtemps. Je suis pas très vieux, mais enfin, ça a peut-être plus de 20 ans. C'est un concept très lobbyiste, hein. On a catégorisé des drogues dures et douces. La réalité, si vous êtes dépendant à l'alcool ou au cannabis, si vous fumez 30 joints par jour, on dit que c'est une drogue douce. Et ben, quand vous êtes dépendant, ça a absolument rien de doux, hein. Donc, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a que des drogues. Lorsqu'on tombe dans la dépendance, 95% des gens vont pouvoir consommer certaines substances comme l'alcool, par exemple, ou le cannabis, sans développer de dépendance. Et puis, il y a 5% des gens, eux vont développer cette dépendance. Et là, on peut plus parler de drogue douce parce qu'on est absolument dans le même mécanisme. Donc, c'est un concept qui n'a pas lieu d'être. On termine avec le conseil lecture et je vais vous conseiller un livre qui est un peu plus grand public. On a l'approche des fêtes, un peu moins technique que d'habitude. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous orienter vers Laurent Carilla, le professeur Laurent Carilla, qui est un des plus grands addictologues français, je ne cesse de le répéter, médecin psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul Brousse. Laurent, il écrit un livre sur les petits plaisirs de la vie quotidienne, comment reprendre du plaisir, comment avoir des petites addictions positives. Ça vous apprend plein de trucs, il y a plein de petites stratégies au quotidien. C'est un apprentissage, un réapprentissage du bonheur tout simplement. Donc offrez ça à vos proches et vous allez faire des heureux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous y avez pris du plaisir, qu'elle vous aura été éclairante. Je vous remercie de votre fidélité, c'est la fin d'année, je vous souhaite de belles fêtes, plein de belles choses, la vie est belle. À bientôt.